Vous êtes à l'écoute de la radio Chirimoso, la voix du plus jamais sable. Nous sommes le 10 janvier 2024. Bonjour chers auditeurs et bienvenue à l'écoute de notre bulletin. À la présentation, vous êtes avec Liane Dereye et vous serez aussi avec mes collègues Béatrice Nimbona, Valentin Banzendoré ainsi que Thierry Bizindavzi. Et comme à l'accoutumée, cette émission vous est préparée par Emmanuel Ngrunziza qui en assure également la régie d'antenne aujourd'hui. Au menu de cette émission spéciale, un seul point, à savoir la rétrospective de l'année 2024. Nous vous rappelons que les émissions de la radio Chirimoso sont disponibles sur les plateformes YouTube, Facebook et X. Encore une fois, soyez les bienvenus. C'est la fin de l'année civile et pour le citoyen lambda, mes chers Radio Chirimoso, notre anniversaire à nous le célébrons au mois de mars, au 31 pour être précis. C'est une tradition importée, mais nous sommes toutes observées presque partout. Une rétrospective est donc ce qu'ils font à cette période. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, suivons un éditorial que vous présente Emmanuel Ngrunziza. À la fin de chaque année, toute entreprise mène un bilan. C'est le moment de ce véritable rituel auquel on se livre dans le dessein de s'améliorer. Mais chez Radio Chirimoso, nous considérons que pour que cette évaluation soit bien menée, elle doit combiner introspection et rétrospection, auquel s'ajoute la restructuration et, éventuellement, le repositionnement par rapport aux divers ensembles externes, les anciens comme les nouveaux, d'autant plus que le contexte ne permet toujours pas de distinguer avec une marge d'erreur sûre les amis sûrs d'une part et d'autre part, les alliés conjoncturels et les adversaires déguisés. Nous commencerons volontiers par l'introspection. Sur le plan individuel, on n'a pas à attendre la fin de la journée, du mois ou de l'année pour mener l'introspection. Hélas, comme l'on sait, quelque nécessaire que l'introspection puisse être, à elle seule, elle ne suffit pas. Elle doit être complétée par la rétrospection, c'est là dont il est question aujourd'hui. Seul comme individu ou comme leader, en groupe comme membre d'une organisation ou comme coéquipier, nous restons obligés de jeter un regard en arrière, si pas pour mesurer ce qui a été accompli, tout au moins pour analyser la qualité de ce qui a été accompli et de ce qui est toujours en cours de réalisation. C'est de la sorte que nous reconnaîtrons ce qui appelle à la révision ou qui demande qu'on l'abandonne froidement pour une reprise bien pensée. Dans le cas qui nous concerne, celui de la communication préventive du génocide, la rétrospection ne doit pas attendre le seul mois de décembre. Elle est nécessaire en mars comme en septembre, en juillet comme en octobre. Bref, il faut toujours s'accouder vers l'arrière, car c'est lui qu'il nous faut pour savoir si dans nos rangs, il y en a qui tombent, s'il y en a qui se perdent et à qui il faut rappeler les azimuts, et bien d'autres. C'est grâce à la rétrospection que nous reconnaissons ceux qui se seraient trompés de chemin pour avoir confondu les sons de cloche, certains ayant suivi celui des marchands de vin, d'autres celui des marchands de vin, et que sais-je encore, en lieu et place de la trompette du réveil. C'est aussi grâce à la rétrospection que nous parvenons à repérer ceux qui seraient tombés en cours de route, qui pour avoir succombé aux flatteries des charmeurs, qui pour s'être fait mordre par des serpents venimeux, dont le nombre sur nos chemins est tel qu'ils peuvent se glisser dans nos rangs sans qu'on s'en rende compte, alors que leur venin est inodore et que leur peau est dorée, comme pour rappeler que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Les Burundais engagés dans la lutte contre le génocide ont salué l'éclosion sur la toile, plus précisément sur la plateforme X, anciennement Twitter, des espaces de débat démocratique dont la thématique est centrée sur l'impunité du crime de génocide perpétré contre les Tutsis du Burundi. Mais si la récente révolution intervenue sur la toile et qui porte le nom d'espace a bien fait d'accélérer la libération de la parole, elle n'entraîne pas moins dans son sillage quelques dangers qui doivent être signalés. En même temps que nous saluons le relais de notre message par un nombre considérable d'internautes, nous avons constaté qu'en lieu et place d'une dénonciation soutenue de l'impunité du crime de génocide,
Il s'y dégage parfois un discours ouvertement bienveillant envers les génocidaires impunis et impénitents. Ceci tiendrait du fait que certains des animateurs de ces cercles sont des recyclés déçus par l'organisation génocidaire au pouvoir au Burundi, le CNDD, en qui ils avaient investi pour des raisons allant d'un simple opportunisme à un régionalisme antirégionaliste et revanchard. Mais ce qui compte le plus, c'est que les brebis égarées aient rejoint le troupeau aujourd'hui et que les militants antigénocides sont en passe d'harmoniser leur voix. Cela n'empêche cependant que quelques recommandations soient émises à leur égard. Sans faire du macartisme, il s'en faut beaucoup que les militants antigénocides sincères restent lucides et vigilants contre de potentiels agents doubles. D'autre part, ils ne devraient jamais perdre de vue la nature criminelle du régime en place au Burundi, qui s'oppose toujours vigoureusement contre toute entreprise visant la fin de l'impunité du génocide contre les Tutsis et contre l'éradication de cette odieuse idéologie. Cela est d'autant plus nécessaire que le régime en place s'emploie à effacer la mémoire des victimes, en même temps que l'organisation au pouvoir, le CNDD, enseigne toujours la haine contre les Tutsis en termes à peine voilés. Si nous ne jouons donc pas correctement notre rôle de monitoring, de dénonciation des actes et des acteurs, personne d'autre ne le fera à notre place. La balle est dans notre camp. Il est de notre devoir de veiller à ce que la lutte se mène correctement, de porter haut et fort la voix de toutes ces victimes toujours muselées en quête de justice. Bref, c'est à nous de veiller à ce que la vérité ne soit tordue ou cachée par le régime dirigé par l'organisation génocidaire CNDD et la pseudo-CVR que le pouvoir a mise en place à cet effet. Car qu'on le veuille ou non, en matière de lutte contre le génocide au Burundi, il n'y a qu'un médium, Radio Chilimoso. L'année 2024 chez Radio Chilimoso est d'abord et surtout l'année de la croissance interne. Nous avons réalisé le plus grand recrutement, ou pour parler juste, on a enregistré le plus grand nombre de bénévoles pour les deux langues. Après le lancement de la section française en mars 2024, il y a donc de quoi affirmer qu'une fois la restructuration terminée, les langues de travail et les programmes vont augmenter. Pour un récapitulatif des principales réalisations au cours de l'année, écoutons plutôt Thierry Bizindavi, notre présentateur des origines qui vient de nous rejoindre. De manière générale, Radio Chilimoso peut se permettre une petite célébration pour ces réalisations de l'année qui s'achève. Ces avancées peuvent paraître numériquement ou quantitativement minimes, mais elles restent hautement significatives si on considère leur symbolisme et leur qualité. Ainsi, par exemple, si on considère que Radio Chilimoso a ouvert un département qui émet dans une langue internationale, qu'elle observe actuellement une augmentation du nombre de volontaires, mais aussi et surtout qui s'organise désormais sur la toile, et ce à un rythme quasi quotidien des espaces de discussion dédiés ouvertement à la poursuite des auteurs des génocides Tutsis, un sujet qui jusqu'à récemment était véhiculé presque exclusivement par la seule à ces génocides Chilimoso. Tout ceci justifie une petite autocongratulation à condition de ne pas déborder inutilement d'enthousiasme. Si l'on chante parfois, même un peu trop, certaines de nos réalisations, il est tout aussi judicieux de reconnaître que des fois nous subissons des revers. Sans cette concession, nous ressemblerions aux faussaires de la sévère, dont nous rassemblons régulièrement les mensonges pour les exposer et mieux les conjurer. C'est eux qui, à la moindre étape, organisent de grandes messes où l'échec est baptisé en pas vers la vérité. Radio Chilimoso reconnaît que 2024 n'a pas été que rose et a enregistré la perte dans ses rangs de 2 poids lourds de la lutte contre le génocide sur une période de moins d'un mois. Mais plutôt que se laisser abattre par ces disparitions, nous avons vite compris que de tels revers invitent à de grandes résolutions. C'est en effet au lendemain de ces coups durs que nous avons passé à la vitesse supérieure dans l'honorable tâche d'honorer les héros de la lutte antigénocide, en attendant le déclenchement des mécanismes de lancement de la Fondation Bamboneyeho, tel que souhaité à l'occasion de la veillée organisée en sa mémoire par Radio Chilimoso en date du 26 septembre. Nous avons entrepris de changer les indicatifs pour marquer notre affirmation de départ, à savoir qu'il ne sera jamais question de se laisser intimider par le courant génocidaire
qui jouit hélas de la majorité parlementaire au Burundi et de ce fait contrôle la machine de l'État, y compris les politiques de la mémoire et d'écriture de l'histoire, de réécrire en falsifiant la réalité du génocide Tutsi de 1965, 1972, 1988, 1991, 1993 et bien entendu de 2015 jusqu'à aujourd'hui. Les gestionnaires de l'État ont beau mobiliser consultants et spécialistes divers, Radio Chimoso tiendra fermement sa position et s'assurera que ce son de cloche, par ailleurs le seul qui soit ajusté correctement, ne se laisse pas dominer par la cacophonie entretenue par la sévère et ses complices planqués ici et là, qui dans les rangs d'autobiographes néophytes qui pullulent, qui dans leurs officines arborant des étendards de maisons d'édition, mais qui ont fini par se dévoiler. Le masque en peau d'agneau qu'ils portent depuis quelques années a fini par s'user, dévoila la véritable gueule de loup. En fait, en un mot, comme en plusieurs, au cours de cette année 2024, la radio Chimoso a répondu à des rendez-vous d'envergure qu'aucun autre médium burundais ou traitant du Burundi n'aurait envisagé. C'est le cas notamment des émissions de réhabilitation des personnes qui se sont distinguées dans l'arrêt du génocide contre les Tutsis. Comment a évolué le négationnisme à l'intérieur du Burundi au cours de l'année 2024? C'est ce que nous résume Valentin Mbanzendole. Revoyons ce qu'aura été la situation des négationnistes burundais au cours de l'année qui s'achève. À tout seigneur, tout honneur, il y a d'abord et surtout la sévère burundaise. La sévère burundaise a produit un rapport intérimaire qui a mis la charrue devant le bœuf. Outre que de tirer des conclusions à mi-parcours de son mandat et ce sur une seule étape, aussi minime que significative, dans la totalité de la synchronie lui impartie, le rapport de la sévère renvoie au calendrier grec tous les fondements du crime de génocide tel que défini par l'article 2 de la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide. Dans un premier temps, le dit rapport souligne l'importance de l'implication de l'appareil de l'État, le posant comme la preuve essentielle de l'existence d'un génocide des Hutus. D'autre part, la sévère réduit au simple fait divers les documents pourtant déjà authentifiés par diverses sources crédibles et qui attestent de l'existence bien avant 1972 d'un plan d'élimination de la composante Tutsi de la population burundaise, plan qui avait été essayé au moins une fois en 1965. En plus de la sévère, les négationnistes autorisés ou plutôt tolérés, c'est aussi le Conseil national de prévention du génocide et des crimes haineux. On se doit de préciser d'emblée que cet observatoire national aux arrêts hautement respectable est prévu dans la Constitution. Mais s'il est vrai que tout État doit avoir une Constitution, il est encore plus recommandable qu'aucun État ne soit dirigé par des génocidaires impunis et impénitents et de surcroît identifiés par des Nations Unies. À l'instar d'un pétard qui explose avec fracas, suivi parfois d'étincelles éblouissantes, mais qui ne donne aucune lumière, le président Didi Observatoire a sorti en date du 11 décembre une déclaration à l'occasion du 75e anniversaire de l'adoption de la Convention des Nations Unies pour la répression et la prévention du crime de génocide, normalement célébré ou observé le 9 décembre. Fort de ce prestige obtenu de façon tout à fait indue, il a fait une déclaration en 18 points dans lesquels il mélange mensonges et engagements envers des nobles tâches, mais hélas, échoue dans sa tentative de se faire passer pour ce qu'il n'est pas, à l'occurrence un dirigeant soucieux du bannissement du crime des crimes. Oui, vous avez bien entendu, c'est un vrai honneur que de diriger un tel observatoire, mais c'est aussi une aberration que tout cela revient à Jean Dodier Mutabazi. Comment peut-on en effet présider une telle structure alors que l'on est soi-même un criminel non poursuivi? En effet, c'est pour l'avoir dirigé pendant les années 1993 et 1994
en mairie de Bujumbura, l'organisation de jeunesse du parti Sawanya Frodebu, la milice Jedebu, responsable de plusieurs meurtres, enlèvements et tortures de Tutsis dans la capitale Bujumbura, que cet individu a été nommé à la tête de cet organe. Même si l'observatoire est supposé œuvrer pour l'intérêt de tous, lors de sa sortie médiatique du 11 décembre, le président de cet organe n'a pas été à la hauteur. Bien au contraire, à l'instar d'un molosse qui ne saurait se défaire de sa déhontée façon de s'asseoir, il a inclus dans son propos des justifications et des mitigations des crimes perpétrés contre les Tutsis. Pour ce faire, s'il en est un devoir qui s'impose en corollaire à la sortie médiatique de Jean-Didier Mutabazi, c'est celui d'éclairer ceux qui ont été ou qui risquent d'être abusés par les affirmations mensongères qu'il y reprend répétitivement et qui ne diffèrent pas tant de celles émises par le régime en place au Burundi. Comme elles risquent malheureusement de passer pour des références, les laisser passer serait préjudiciable au Burundi. Au lieu d'enquêter et d'élaborer des stratégies permettant d'endiguer la réédition des crimes, comme le veut la mission de son observatoire, M. Mutabazi se perd dans des félicitations tous azimuts du régime dont il reprend les slogans et anecdotes des agents. Ainsi, par exemple, au 18e et dernier point, l'Observatoire tient à réitérer sa satisfaction quant à la façon dont les organes de l'État, mais aussi les dénominations religieuses, œuvrent au renforcement de la paix. Une bonne chose en soi, sauf que cette paix n'est vécue et n'est applaudie que par certains, certainement pas par le demi-million de Burundais contraints à l'exil et dont l'absence au bercail semble curieusement pas inquiéter le régime en place. Le président de l'Observatoire affirme que compte tenu de l'état des lieux, il n'est plus possible que notre génocide soit perpétré au Burundi. S'il a raison, ce qui est à des années-lumière de la vérité, qu'il démissionne illico presto car la raison d'être de son observatoire aura aussi disparu. Au 14e point, il réitère son appui et son approbation du travail de la soi-disant sévère, une commission controversée tant pour sa partisanerie anti-Tutsi que pour ses méthodes qui sont tout sauf fiables. Dans le même fil d'idées, il est tenu à dire son soutien à ce qu'il ne serait pas exagéré d'appeler le duo Rugigana et Kaburahe dans les opérations d'appui au régime génocidaire en place dans son volet d'effacement et d'affaiblissement de tout ce qui a trait aux Tutsis. Au sujet du génocide perpétré contre les Tutsis du Burundi en 1993, M. Mutabazi avance au 15e point de son discours que ces meurtres de masse ont été la conséquence de ce qu'il appelle l'exclusion des Hutus sous la Deuxième République. Ce faisant, M. Jean-Didier Mutabazi se sert de l'autorité et de l'aura que lui confère sa position de président d'un observatoire national de lutte contre le génocide pour justifier le génocide perpétré contre les Tutsis du Burundi. D'autre part, nous avons entendu au 16e point se féliciter que Ndayishimiye s'est engagé à déclarer officiellement qu'il y a eu génocide Hutu en 1972, aussitôt que le rapport final sur 1972 sera publié par la CVR. Dans le même fil d'idées, Mutabazi a affirmé qu'il y a eu effectivement génocide, que même l'ambassadeur représentant le Burundi auprès des Nations Unies l'a déclaré. À ce niveau, notre devoir est double. Nous avons d'abord l'obligation de dire qu'il n'y a pas génocide parce qu'un fonctionnaire d'un régime génocidaire le déclare du haut de la tribune de l'ONU à New York. Il y a génocide parce qu'un groupe humain a été l'objet d'un plan et d'actes d'élimination en partie ou en tout, comme ce fut le cas pour les Tutsis du Burundi, victimes de plusieurs fois au cours de plusieurs années des miliciens de l'organisation Ubu, Umugambi w'abakozi b'u Burundi, et de ses descendants qui sont le CNDD-FDD aujourd'hui au pouvoir. Nous avons en outre le devoir de réfuter cette manœuvre visant à prendre en otage frauduleusement la journée du 29 avril pour en faire une journée du souvenir pour les Hutus victimes d'un soi-disant génocide perpétré contre eux en 1972. Outre que le dit génocide visait les Tutsis, c'est en fait avéré que cette date du 29 avril fut celle de massacre des Tutsis
que les Hutus tués des suites de ce plan d'élimination des Tutsis le furent seulement après que le régime ait commencé la répression. Or, cette dernière n'interviendra que bien plus tard, étant donné que le pouvoir en place s'était trompé de cible, arrêtant dans un premier temps les politiciens perçus à tort ou à raison d'être des partisans de la restauration de la monarchie. Qu'aura été la situation des négationnistes et du négationnisme à l'intérieur du Burundi et hors des frontières burundaises? À ce sujet, écoutons Béatrice Nimbona. L'année 2024 s'achève sur une note de déroute pour le camp des négationnistes du génocide perpétré contre les Tutsis. À l'intérieur du Burundi, en plus de la communication rendue publique par le président de l'Observatoire à Bujumbura le 11 décembre de façon tonitruante au contenu décousu et dissonant, il y a l'échec cuisant de la tentative de promotion médiatique d'Agathon Rwasa, le leader du deuxième groupe génocidaire le plus criminel, Palpehutu, rebaptisé Senel pour mieux endormir les dupes. Un débat était prévu le 28 décembre 2024 sur la toile, plus précisément sur l'espace X, anciennement Twitter. En plus de ce criminel impuni et impénitent, étaient également invités deux personnages de la société civile burundaise en exil. Le débat a en effet eu lieu, mais à peine amorcé, il a été considérablement écourté et, qui plus est, diffusé en différé. Des précautions, ou plutôt ces dispositions extraordinaires, pour parler euphémiquement de la déroute, ont été prises par les organisateurs suite aux nombreuses remarques leur montrant qu'il n'était dans l'intérêt de personne de faire la publicité d'un tel personnage, fût-il au nom d'une conjugaison d'efforts pour faire ombrage à l'organisation génocidaire au pouvoir, le CNDD pour ne pas le nommer. La déroute est d'autant plus percutante qu'elle concerne une sortie organisée le 28 décembre, une date hautement symbolique dans l'histoire des génocides contre les Tutsis du Burundi et de la sous-région en général. C'est la date à laquelle le Palpehutu de Rwasa a commis un des actes génocidaires et terroristes les plus abominables, à savoir l'attaque contre le bus de transport public Titanic Express. En effet, le 28 décembre 2000 à Mageyo, dans la province de Bujumbura rurale, les miliciens de cette organisation ont massacré sélectivement les Tutsis. En plus, ils ont tué une jeune Britannique et 5 Congolais, faisant en tout 21 victimes innocentes. Dans la sous-région, malgré la persistance de l'idéologie du génocide en RDC et surtout au Burundi, l'année 2024 a été pour cette partie du monde une année de la déconfiture pour les négationnistes sur le plan extérieur. Les cas Charles Onana, Dr Eugène Rwamucho et Philippe Magnier, pour ne citer que ceux-ci, suffiraient à eux seuls pour raviver la flamme de ceux des victimes ou des combattants contre le mal absolu qui seraient tentés par les sirènes du défaitisme. Il y a d'abord et surtout la condamnation pour négation du génocide du franco-camerounais qui était en passe de devenir le porte-parole, voire le héros de tous les négationnistes contre le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda en 1994. La meute de supporters qui se rendaient régulièrement au tribunal à l'occasion de la comparution n'aura pas empêché que le CIR soit reconnu coupable et condamné. Pour Radio Chilimoso, la lourdeur ou plutôt la légèreté de la peine infligée reste d'une moindre importance, le plus significatif étant qu'un tribunal français ait enfin prononcé une sentence contre un individu à cause de ses écrits négationnistes. La condamnation à 27 ans de prison prononcée quelques jours plus tard contre Dr Eugène Rwamucho, reconnu coupable, lui, de complicité dans le génocide, est venue rassurer ceux qui se plaignaient déjà de la très légère peine infligée à Charles Onana et à son éditeur. Et cerise sur gâteau, en date du 17 décembre 2024, les rescapés du génocide contre les Tutsis du Rwanda, de même que tous les amis de la justice soucieux d'obtenir le jugement de tous les génocidaires et de tous les négationnistes, ont appris avec joie et soulagement la confirmation en appel de la condamnation à perpétuité de Philippe Magnier. Ce Rwandais, né Philippe Hategekimana, interjeté appel après une condamnation en première instance. Radio Chilimoso se targue d'avoir non seulement ramené à la une la persistance des réseaux génocidaires opérant dans la région des Grands Lacs,
mais également d'avoir explicité les vraies causes pour lesquelles le M23 et ses redoutables lions de Saramboué se battent, à savoir la protection des populations Tutsis, tout en résistant aux assauts de la coalition négative qui ne cesse de les attaquer. C'est dans la même logique que votre radio n'a jamais ménagé aucun effort pour exposer les manœuvres de diversion menées par le camp génocidaire, appuyé par le gouvernement en place en RDC, tout en vous partageant les analyses de différents leaders ayant perçu à juste titre les vrais enjeux et les acrobaties entreprises par les pouvoirs du mal pour les cacher ou les mitiger. Un d'entre eux est le président kényan Sam William Ruto. As heads of state, in a meeting, we asked M23, the people in there, are they Rwandese or they are Congolese? And DRC said, these are Congolese. End of question. So if these are Congolese, how does it become a Rwanda problem? How does it become a Kagame problem? This is not about Rwanda and DRC. This is not about Kagame and Tshisekedi. This is about citizens and their government. And if we understood it in that context, the sooner we will solve the problem. Ce qui se traduit en français comme En tant que chef d'État, nous avons demandé dans une réunion que le M23 et les personnes dans ses rangs sont-ils rwandais ou congolais? Et la RDC a répondu, ce sont des Congolais. Alors c'est tout. Si ce sont des Congolais, comment est-ce que ceci devient une question du Rwanda ou de Kagame? Ceci n'est pas entre la RDC et le Rwanda, ceci n'est pas entre Kagame et Tshisekedi, c'est entre des citoyens et leur gouvernement. Et s'ils l'ont compris dans ce sens, cela devrait alors résoudre ce problème. Il s'agit donc d'un extrait d'une interview postée sur la page YouTube du journal français Jeune Afrique le 22 mai 2024, après le sommet annuel de l'Africa CEO Forum qui s'était tenu à Kigali du 16 au 17 du même mois. Il est impossible de parler de la situation dans la région des Grands Lacs sans évoquer encore une fois la fin de l'invulnérabilité présumée pour les révisionnistes. L'heure de la justice a enfin sonné pour Charles Onana. Peu importe le verdict rendu, ce procès a le mérite de montrer à ceux qui ne le savaient toujours pas ou à ceux qui en doutaient qu'il existait encore en Afrique centrale une internationale génocidaire. C'est dans cette logique que Radio Chilimoso n'a cessé de rappeler que pour comprendre ce qui se passe dans l'est de la RDC, il faut toujours garder à l'esprit que le CNDD-FDD, qui dirige le Burundi, a signé à Bukavu le 22 mai 1995 un accord de coopération avec les ex-FARC dont les objectifs étaient sans équivoque parachever le génocide contre les Tutsis, soi-disant pour réussir la libération totale de la nation Bahutu, cette fois-ci en commençant par le Burundi. Pour ceux qui doutaient encore, voici un extrait d'un rapport onusien à ce sujet. Une convention de coopération a été signée le 22 mai 1995 à Bukavu, République démocratique du Congo, par le Haut Commandement des ex-FARC et le CNDD, officialisant la coopération entre les deux parties. Elle a été signée par Léona Nyangoma, président du CNDD, et par le général-major Augustin Bizimungu, commandant et chef d'état-major des ex-FARC. Dans le préambule de ce document, les deux parties se déclarent convaincus de l'intérêt de mise en commun des moyens tant matériels que financiers et de la coordination de toutes les actions à mener en vue de s'assurer d'une victoire définitive des FARC et des FDD. Rapport S-1998-777, paragraphe 47. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de notre bulletin. Nous vous remercions de l'avoir suivi et surtout d'être restés à nos côtés dans notre lutte contre l'idéologie et la pratique du génocide. Au nom de toute l'équipe de la Radio Chilimoso, je vous adresse mes vœux pour l'année 2025. Qu'elle soit pour vous et pour nos compatriotes une année de santé, de bonheur et de prospérité dans un monde libéré du mal absolu. Je vous remercie.